RRB, l'invité du matin. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. Je le disais, ce matin, vous recevez Thierry Santa. Le président du gouvernement, Thierry Santa, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin pour revenir sur ce déconfinement quasi total. Mais tout d'abord, un événement qui a eu lieu dans la soirée hier soir pour nous. Vous étiez en visioconférence avec le chef de l'État et plusieurs représentants du Pacifique. Effectivement, hier soir, donc, on a eu une visioconférence assez tard dans la nuit avec des collègues de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna, à la demande donc, du président de la République, qui souhaitaient connaître les modalités que nous avons mises en œuvre les uns et les autres dans le Pacifique pour gérer cette crise du Covid-19, sachant qu'on est d'une certaine façon un peu un exemple, les uns et les autres, puisque dans le Pacifique, on a réussi finalement à contenir cette épidémie du Covid-19 au niveau de Wallis-et-Futuna de manière complète, puisqu'ils n'ont aucun cas avéré jusqu'à aujourd'hui. Et en Polynésie, visiblement, ils arrivent à contenir l'épidémie qui avait commencé en Polynésie. Et puis la Nouvelle-Calédonie, je l'ai dit hier dans ma conférence de presse, on a aujourd'hui une très forte probabilité qu'il n'y ait pas de diffusion du virus au sein de la population calédonienne. On va y revenir. Emmanuel Macron était intéressé par les dispositifs que vous aviez mis en œuvre pour lutter contre le Covid-19. Il vous a également, vous avez fait le point également sur les besoins économiques que pouvait avoir la Nouvelle-Calédonie et les autres territoires du Pacifique. Effectivement, on a tous salué l'effort de l'État pour soutenir le système économique de chacun de nos territoires, avec des soutiens à la fois en termes de prêts garantis par l'État, avec des aides directes aux petites et moyennes entreprises. Et bien entendu, on a envisagé également le reste, puisque on sait tous que dans le secteur du tourisme, par exemple, ou de l'aérien, les vraies difficultés sont plutôt devant nous. Et là encore, l'État est prêt à apporter son soutien pour soutenir nos compagnies aériennes et faire en sorte que dans le temps, on puisse maintenir malgré tout un minimum d'activité touristique. Les situations étant différentes, on a la chance, nous, en Nouvelle-Calédonie, de bénéficier quand même d'un tourisme local plus prononcé, visiblement, que dans les autres territoires du Pacifique. Et il va y avoir des campagnes de promotion touristique internes par les différentes provinces de la Nouvelle-Calédonie dans les jours qui viennent, dès lors qu'on a permis cette reprise d'activité économique sur le territoire. Et malgré la situation de la métropole aujourd'hui, même si on le sait, le Premier ministre a présenté un plan de déconfinement partiel à partir du 11 mai, le chef de l'État a pu vous donner des garanties. Il a semblé investi dans le dossier, suivre quand même ce qui se passe dans le Pacifique. Bien entendu, on a tous été un peu surpris par cette demande du chef de l'État de nous écouter et de prendre en considération finalement les protocoles que nous avons mis en place dans le Pacifique. En Nouvelle-Calédonie, il a été très intéressé par notre manière de gérer la reprise scolaire, par exemple, avec un système donc de demi-classe pendant 15 jours, avant une ouverture plus complète à partir de lundi prochain. Donc il y a vraiment eu un échange très intéressant et visiblement le chef de l'État a été vraiment à l'écoute de toutes les mesures qui ont pu être prises ici dans le Pacifique. Surtout que ça durait assez longtemps, cette visioconférence globalement. On a terminé assez tard hier soir, effectivement, mais je pense que les amis polynésiens ont terminé encore plus tard que nous, en l'occurrence. Étant donné le décalage. Alors, pour revenir à la situation de la Calédonie, c'est donc un déconfinement quasi total que vous avez annoncé hier. Il va prendre effet lundi pour 6 semaines, après la période de 15 jours de confinement adapté. C'est une question qui revient, qu'on entend déjà. Est-ce que c'est pas trop rapide ? Parce qu'on est pratiquement les premiers au monde à déconfiner quasi totalement. Vous savez, dans ce genre de situation, il faut prendre des décisions sur des éléments factuels, rationnels. Le constat aujourd'hui fait par les scientifiques, c'est que depuis maintenant 26 jours, on n'a plus aucun cas positif en Nouvelle-Calédonie. Et les calculs statistiques qui sont faits par ces scientifiques permettent d'envisager que d'ici dimanche soir, si on n'a toujours aucun cas d'ici dimanche soir, on va atteindre un pourcentage de 99,3% de chances qu'il n'y ait pas de circulation du virus en Nouvelle-Calédonie. Autrement dit, une très 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 forte probabilité pour que ce ne soit pas le cas. Et sur la base donc de ces éléments-là, d'une part, alors juste permettez-moi très rapidement, encore une fois, de saluer ce résultat. Il est le fruit finalement de plusieurs choses. La première, c'est d'abord des décisions
politique institutionnelle rapide et partagée, surtout partagée par tous les acteurs institutionnels de la Nouvelle-Calédonie, et donc une voix commune portée vers la population, dans toute la diversité de la population calédonienne. On a réussi finalement à faire en sorte que ce soit le Congrès, que ce soit le Sénat coutumier, que ce soit le Conseil économique et social, les provinces et bien sûr le gouvernement collégial de la Nouvelle-Calédonie, d'avoir la même voix face à la population, et ce qui a permis donc à la population, en contrepartie finalement, de respecter très bien les mesures qui ont été prises, et c'est le fruit de tout ça qui permet aujourd'hui de se retrouver dans la situation d'une absence de circulation du virus en Nouvelle-Calédonie. Et donc c'est vraiment sur la base de cet élément-là que la décision a été prise d'élargir encore plus, de libérer encore plus l'activité économique et sociale. Je n'oublie pas qu'en parallèle donc de cette action locale interne, on a aussi pris des mesures extrêmement strictes à l'entrée du territoire de la Nouvelle-Calédonie. Et c'est vraiment cet ensemble de choses qui nous permet de penser que l'activité peut reprendre localement, tout en maintenant une barrière la plus forte possible, la plus précise possible, pour empêcher l'entrée du virus en Nouvelle-Calédonie. Alors, pour le principe, à partir du 4 mai, à partir de lundi prochain, presque tout va être autorisé à refonctionner, à réouvrir, sous condition. Vous nous rappelez ce principe, ça dépend vraiment si on peut respecter un certain nombre de gestes barrières, de distanciation, d'identification des gens. Hein. Alors, pour essayer de synthétiser un peu les mesures qui vont être mises en œuvre à partir de lundi prochain, en gros, on s'est appuyé sur le principe suivant, c'est-à-dire que toute activité et manifestation est autorisée dès lors qu'elle respecte strictement les gestes barrières. On sait tous que parmi ces gestes barrières, il y a ce qu'on appelle la distanciation sociale, l'espace entre chaque personne, que dans certains cas, cette distanciation sociale ne pourra pas être mise en œuvre. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que derrière, pour pouvoir agir rapidement au cas où, malgré tout, un cas apparaissait dans la population calédonienne, malgré tout, malgré toutes les mesures à l'entrée que je viens d'exposer, on doit envisager cette situation. C'est notre responsabilité d'élus politiques. Et donc l'objectif, c'est que si par malheur, malgré tout, un cas apparaissait dans la population calédonienne, il faut qu'on puisse d'abord l'identifier très rapidement, et surtout identifier très rapidement tous les cas contacts qui sont autour. Et c'est sur la base de ce principe-là que tout a été décliné ensuite. Donc je le disais, le principe, c'est que tout est autorisé, activité et manifestation, dès lors que les gestes barrières sont bien mis en œuvre. Si, hélas, la distanciation sociale ne peut pas être mise en œuvre, mais que par contre, on a la possibilité de connaître l'identité des membres de ce groupe, on permet également que les choses se fassent. Si, par contre, on ne peut pas identifier les membres du groupe, si c'est un regroupement, ce qu'on appelle un regroupement anonyme, et que les distanciations sociales ne peuvent pas être respectées, on impose le port du masque. Donc là, c'est les transports en commun, c'est les salles de spectacle, c'est les casinos, c'est tout ce genre de structures. Et si, enfin, on ne peut pas respecter les distanciations sociales, on ne peut pas connaître l'identité des participants et on ne peut pas obliger au port du masque, à ce moment-là, l'activité reste fermée ou interdite le temps des 6 semaines à venir. Et donc les grandes manifestations, qu'elles soient communales, qu'elles soient sportives, donc les compétitions sportives par exemple, ne seront pas autorisées pendant les 6 semaines. Les grandes manifestations communales, les foires, ne seront pas autorisées pendant les 6 semaines. Les boîtes de nuit ne seront pas autorisées pendant les 6 semaines. Donc voilà, c'est vraiment ce principe, ça fait relativement peu de choses finalement. Et en final, il reste peu de choses qui restent fermées ou interdites. Alors les transports, ça peut-être un peu surpris. On voit bien notamment en métropole comment les choses sont organisées. Ici, pendant 15 jours, il y avait de la distanciation sociale dans les transports. Là, ça va être fini à partir de lundi, mais le port du masque sera obligatoire dans tous les transports. Exactement. Le principe étant, d'abord, je le répète, malgré tout, il y a très peu de risques que le virus circule. C'est infinitésimal dans la population. Et donc, on a considéré que la distanciation sociale qui était mise en œuvre jusqu'à maintenant dans les transports n'avait plus forcément lieu d'être. Mais encore une fois, on reste dans la perspective où peut-être un jour. Mais en plus, ce qu'il faut quand même que les auditeurs comprennent, c'est qu'il y a quand même un aspect économique aussi derrière. Je veux dire, si on maintenait l'activité de ces transports communs intérieurs,
sous la forme donc d'un demi-effectif. C'est ça que ça voulait dire. Ça voulait dire à terme la faillite de chacune de nos sociétés de transport terrestre, de transport maritime, de transport plus rentable. aérien. Ils ne pouvaient pas rentabiliser Ils ne peuvent pas rentabiliser chacune de leurs déplacements. Les salles de jeu et de spectacle qui réouvrent là aussi, c'est avec ou sans masque? Avec masque pour assister à un spectacle. Exactement. On imagine que la machine va prendre un certain temps à être remise en route, le temps que chacun se prépare à pouvoir effectivement présenter un spectacle. Alors, et surtout, ce qu'il faut que les gens comprennent, les auditeurs comprennent, c'est que c'est bien encore le principe. C'est-à-dire que dans une salle de spectacle, quand on va assister à un spectacle de danse, on va se retrouver à plusieurs centaines de personnes, les uns à côté des autres. Et donc, on se retrouve dans un regroupement anonyme et avec l'impossibilité de respecter les gestes barrières et la distanciation sociale. D'où le port du masque. Mais ça reste bien les salles de spectacle assises. Pour que les gens comprennent bien, parce qu'un spectacle en concert en plein air où les gens sont debout et circulent les uns avec les autres, c'est interdit. C'est interdit. Les activités sportives vont pouvoir reprendre dans certains cas, mais vous le disiez, pas les compétitions sportives. Alors, toutes les activités sportives autrement, ou est-ce que là aussi il va y avoir des limites, un certain nombre d'interdictions? Toutes les activités sportives vont pouvoir reprendre, avec en plus une particularité, c'est-à-dire que dès demain, dès le 1er mai, on va également autoriser les activités individuelles. Je parle du golf, je parle des activités de gym dans des salles de gym, je parle de l'équitation. Toutes ces activités-là vont pouvoir reprendre dès demain, mais les activités collectives, elles, sont prévues à partir de lundi prochain. Le principe étant là, que dans ce genre de regroupement, c'est toujours une question de regroupement, vous l'avez compris, là on peut identifier les gens. Et donc dans ce cas-là, on n'a pas l'obligation de porter le masque puisque l'identification est tout à fait possible. Dans un entraînement, je veux dire n'importe quoi, de basket, que je connais un peu, on connaît parfaitement tous les joueurs de l'équipe qui vont participer à l'entraînement. Et donc si par malheur l'un d'entre eux tombait malade, on pourra retrouver très facilement les cas contacts qui sont autour de lui. Les rassemblements religieux, les cérémonies religieuses, les messes, c'est possible ou c'est pas possible? Non, parce qu'il n'est pas possible d'identifier tous les participants. Alors, ça va dépendre, justement. C'est cette souplesse-là aussi qu'on va laisser finalement aux différentes autorités compétentes. Si dans une église, on a un nombre de fidèles qui sont connus, qui sont toujours les mêmes et qui participent toujours à la messe du dimanche ou du samedi, avec le principe d'une distanciation sociale quand même appliquée, il n'y a pas de raison d'interdire l'office en l'occurrence. Dans d'autres cas, ça sera peut-être plus compliqué. Là, peut-être que la solution sera le port du masque, pour justement régler cette histoire de distanciation sociale et d'anonymisation des choses. Donc ça sera vraiment à la discrétion de chacune des autorités de gérer finalement les cultes et les cérémonies coutumières en l'occurrence, en fonction sur la base de ces critères que je viens de décrire. On comprend qu'il y a une certaine souplesse et que parfois ce sera un peu du cas par cas. Ce délai de 6 semaines, ça nous amène au 14 juin. Pourquoi ce délai et à quoi est-ce qu'il va servir ? Vous devez également le mettre à profit pour mettre en place un certain nombre de dispositifs. Pour que les auditeurs comprennent bien, aujourd'hui, on dispose d'un certain nombre d'outils, je le disais tout à l'heure, d'identification donc d'un cas positif et d'identification des cas contacts autour. Et de traitement ensuite de ces cas que je viens d'évoquer, à la fois en isolement, à la fois en traitement hospitalier pour les cas positifs. C'est ce dont on dispose aujourd'hui. Et l'objectif des 6 semaines à venir, c'est de pouvoir disposer d'outils encore plus performants que ceux dont on dispose aujourd'hui. Et là, je parle d'outils d'identification d'un cas positif plus généralisés sur le territoire. Aujourd'hui, il n'y a que le CHT qui peut procéder à des tests PCR. On va envisager de pouvoir faire en sorte que ce soit le cas également dans le Nord et pourquoi pas dans les îles aussi. On va peut-être envisager des centres de confinement des cas contacts comme ça existe ici dans la province sud, en province sud ou dans l'agglomération. On va envisager aussi des outils modernes de traçabilité, on appelle ça comme ça, c'est-à-dire de pouvoir retrouver techniquement par GPS les cas contacts. Un peu du tracking comme on a envisagé en métropole. Ce qu'on appelle le tracking et ce qui est discuté effectivement en métropole et ce qui est déjà mis en œuvre dans d'autres pays du monde. Et on va surtout organiser nos structures hospitalières encore mieux que celles ne sont aujourd'hui. Elles sont déjà très très bien organisées, mais on peut encore aller un peu plus loin pour envisager toujours. Vous comprenez bien que c'est bien dans le cas d'envisager
malgré tout l'introduction interne d'un cas positif et donc d'une épidémie potentielle. On va constituer des stocks stratégiques en termes de masques, de lunettes, de blouses, enfin de ce qu'on appelle les EPI, les équipements de protection. On va toutes ces mesures-là sont faites pour ce délai de 6 semaines. Hein, c'est ce que nous préconisent les collègues qui sont autour, les techniciens qui sont autour de nous, devront permettre de mettre en œuvre tous ces outils de manière à pouvoir encore alléger éventuellement les choses demain et pouvoir envisager une reprise complète de l'activité économique et sociale de la Nouvelle-Calédonie sans avoir à appuyer sur le bouton de la bombe nucléaire si par malheur un cas apparaissait. La bombe nucléaire, vous l'avez compris, c'est le reconfinement total de la population. Donc c'est toute cette démarche-là qui est en cours et qui nécessite 6 semaines encore pour être vraiment performant au cas où. Ça veut dire que le 14 juin, éventuellement, ça peut être une levée absolument totale du déconfinement et l'autorisation de toutes les activités, avec peut-être encore port du masque ou le respect de certains gestes barrières. Ça va dépendre d'abord de l'évolution sanitaire. Si effectivement les choses se confirment avec des cas négatifs en permanence pendant les 6 semaines qui viennent, je dis bien de cas négatifs dans la population, parce qu'on peut très bien imaginer un cas positif importé parmi nos confinés à l'hôtel à l'arrivée sur le territoire. Et là, les protocoles sont clairement définis. On sait les traiter. Ils seront traités de manière très efficace et sans qu'il y ait aucun risque d'introduction dans la population calédonienne. Donc je parle bien d'une continuité de la situation sanitaire, donc d'une absence de cas au sein de la population calédonienne. Si c'est le cas, effectivement, et si tous les outils que je viens d'évoquer sont prêts et efficaces à ce moment-là, il sera tout à fait envisageable de reprendre une activité normale, mais ce qu'on appelle un nouveau normal. C'est un nouveau normal, parce que malgré tout, dans 6 semaines, le monde, lui, n'aura pas changé, hein, Madame Noir. Hein. Vous savez bien qu'aujourd'hui, on est entouré de pays qui eux-mêmes sont infestés de Covid-19. Et ça va pas changer d'ici 6 semaines. Et donc le nouveau normal, ça sera une reprise normale d'activité globale, mais toujours dans le respect des gestes barrières ou des outils de compensation de ces gestes barrières. Et pendant toute cette période, les rapatriements des Calédoniens qui sont à l'extérieur du territoire vont se poursuivre. L'engagement est pris de tous les ramener, enfin ceux qui veulent rentrer en Nouvelle-Calédonie. Alors ce qui est sûr, c'est que tous ceux qui se sont retrouvés bloqués à l'extérieur du territoire parce que partis en vacances, parce que partis pour un traitement médical ou pour professionnels ou différentes raisons, ceux-là, on va les ramener au pays. Ils sont des Calédoniens qui vivent en Calédonie. Il n'y a pas de raison qu'ils ne reviennent pas chez eux à un moment donné ou à un autre. Il en reste encore, malgré les premières vagues de rapatriement. La question qui se pose ensuite, c'est tous les autres, tous ceux qui doivent venir après, où là, on va quand même envisager de cibler, ou en tout cas de définir des critères d'autorisation de venue en Nouvelle-Calédonie. C'est-à-dire qu'on va autoriser toutes les personnes, je vais dire, nécessaires à l'activité, à la vie normale de la cité. Donc je parle des enseignants, parce qu'il y a des rotations d'enseignants. Je parle bien sûr des médecins ou des infirmiers, des personnels médicaux. Il y a des rotations de personnels médicaux. Je parle, excusez-moi, des militaires, je parle des gendarmes, je parle des étudiants qui arrivent en fin de parcours, qui sont des Calédoniens qui vivent en Calédonie et qui vont pouvoir rentrer chez eux. Je parle peut-être des étudiants qui ont besoin de faire des stages de formation ici en Nouvelle-Calédonie pour valider une année de formation. Donc je parle de professionnels spécialisés dont ont besoin les entreprises calédoniennes. KNS nous a déjà formulé une demande en la matière, en prévoyant des travaux sur son 2e four. Donc je parle de tous ces gens-là qui sont, encore une fois, nécessaires à la vie normale de la cité. Donc il y aura toujours un flux de passagers entre la Nouvelle-Calédonie et le reste du monde, et la métropole en particulier, et dont on ne pourra pas se priver à terme, mais en définissant, je répète, des critères pour, malgré tout, essayer de limiter l'arrivée de personnes extérieures en Nouvelle-Calédonie. Tous ceux qui n'auront pas de nécessité pour la vie de la cité ne seront pas autorisés à venir en Nouvelle-Calédonie. Mais pour autant, vous le disiez hier, pas question de vivre en autarcie totale et d'être complètement sous cloche. Par définition, c'est impossible. On en parlait tout à l'heure des décisions qui ont été prises dans une grande concertation. On a quand même vu, notamment la semaine dernière, des crispations, pour ne pas dire des dissensions au sein même du gouvernement collégial. Est-ce que ça va mieux aujourd'hui ? Est-ce que ce plan de déconfinement quasi total est accepté par l'ensemble du gouvernement quand vous avez procédé ? Vous savez, c'est dans ce genre de crise, encore une fois, moi je reste convaincu que les choses se font efficacement quand elles sont partagées et acceptées par tous.
C'est ce que j'ai dit au début de notre entretien. Et donc, ce qui s'est passé la semaine dernière, d'abord, c'est passé sur une fausse information. C'était sur le fait que des militaires arrivaient dimanche dernier, ce qui n'était pas le cas. Hein. Le haut-commissaire est intervenu sur votre antenne pour le dire. Et il y a eu une réaction épidermique, je vais dire ça comme ça, d'une partie de la population calédonienne et donc d'une partie des membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie est un gouvernement collégial. Hein, et il représente toutes les composantes de la population calédonienne, dans toute sa diversité, qu'elle soit communautaire, politique, économique, sociale, enfin bon. Et donc, cette réaction-là a été une réaction, je répète, sur une fausse information. Et là, les choses aujourd'hui se font, pas plus tard encore qu'hier soir. Et ce midi, on se retrouve au niveau du gouvernement collégial pour parler de toutes ces procédures. Mais il n'est pas question d'empêcher, je répète, les moyens nécessaires à la vie de la cité de venir ici en Nouvelle-Calédonie pour que notre beau territoire continue à vivre en paix et sereinement en Nouvelle-Calédonie. Encore un mot, Thierry Santa. Hier, des textes importants concernant le ROAM, c'est un dossier que vous suivez de près, ont été adoptés au Congrès, à l'unanimité d'ailleurs. Ça veut dire que la vie continue malgré la crise sanitaire liée au Covid-19. Vous le savez, hein, avant la crise, notre système de santé était déjà en difficulté. J'avais présenté un plan global de redressement au Congrès de la Nouvelle-Calédonie au mois de décembre de l'année dernière, qui prévoyait une série de mesures, dont celle qui a été adoptée donc à l'unanimité hier au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, qui consiste donc à autoriser un prêt du régime de retraite et du régime de prestations familiales au RUAM, au régime de santé, de 5 milliards. On continue à mettre en œuvre ce plan. On sait pertinemment que la situation de la crise du Covid va encore pénaliser, hélas, nos comptes de santé, nos comptes sociaux. Et donc, tout le reste du plan qui doit être mis en œuvre va être adapté en conséquence. Et cette situation nouvelle sera prise en compte pour qu'on pérennise malgré tout notre système de santé fondamental pour la vie de nos Calédoniens, des habitants de la Nouvelle-Calédonie. Monsieur le Président du gouvernement, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci à vous.